Nous abordons le chapitre 4 du cours Un peu de physique pour comprendre le monde moderne en version avancée, puisque nous allons aborder la fonction d'onde et en particulier l'équation de Schrödinger. Alors, pendant les chapitres précédents, notamment le chapitre 3, nous avons eu une approche un peu impressionniste. Par petites touches, nous avons commencé à cerner les propriétés des fonctions d'onde ou fonctions d'état. Cette fois-ci, nous allons aborder le cœur de la mécanique quantique avec l'approche systématique de la fonction d'onde et de l'équation de Schrödinger, qui est l'équation de base pour sa propagation. Alors, bien entendu, le substrat mathématique va être un peu plus consistant. Alors, si cela vous effraie un peu, essayez de comprendre que ces équations vous aideront à suivre le récit et voir derrière les mots qu'il y a un raisonnement scientifique sérieux et étayé. Et si vous avez de bons souvenirs de vos études de jeunesse, peut-être que ces équations mathématiques vous aideront peut-être à aller un peu plus loin et peut-être essayer de vous colter avec les problèmes mathématiques qui sont sous-jacents. Alors le premier rappel, c'est quelque chose que nous avons déjà vu plusieurs fois, c'est que la fonction d'onde est l'objet central de la mécanique quantique. C'est une fonction qui a une partie réelle et une partie imaginaire. Partie réelle, partie imaginaire. Et quand on conjugue, on prend l'imaginaire conjugué, on change de signe de la partie imaginaire. Et le produit des deux donne quelque chose qui est la somme du carré de la partie réelle, le carré de la partie imaginaire. Donc ça, c'est le modulo carré dont on a vu et donc on va répéter, dont la signification physique est la probabilité de présence de la particule à l'endroit R et au temps t. Alors si, comme c'est une probabilité, si on fait la somme de toutes les probabilités à un instant donné dans tout l'espace, on va trouver 1, ce qui est exprimé ici par l'intégrale. Et la notation qui est ici, c'est une notation dite de produit scalaire, mais qui a été introduite par Dirac, mais qui devient assez facile à comprendre avec l'habitude. Alors à droite, vous avez une vidéo. En cliquant dessus, vous aurez l'image d'une fonction d'onde et de la propriété de présence, sachant qu'il ne s'agit pas d'un cas stationnaire, il s'agit du mouvement d'une particule qui oscille dans un puits parabolique. Alors maintenant, nous allons aborder le problème de la mesure, c'est-à-dire faire le lien entre la théorie et l'expérience. Et pour ça, peut-être vous aurez besoin de revenir à la boîte à outils en version écrite ou audio qui explique certaines propriétés des opérateurs. Donc en mécanique quantique, à mesurer une observable, c'est-à-dire une position, une énergie, une vitesse, eh bien, c'est d'abord associer un opérateur à cette grandeur, un opérateur qui va agir dans l'espace des fonctions d'onde. Donc, cela se traduit par le fait que si je fais une mesure, je vais faire agir l'opérateur correspondant A sur la fonction d'onde, et le résultat, ça va être un nombre petit a et une autre fonction d'onde, petit a étant la mesure correspondante et qui va être une valeur que j'obtiens de manière probabiliste. Alors, et on appellera phi de a, on appellera la fonction d'onde réduite, puisque l'opération de mesure va modifier la fonction d'onde psi. Alors, si on fait un grand nombre de mesures, eh bien, on va obtenir différentes valeurs de A. Et la loi de probabilité pour les valeurs petit a va nous permettre de déterminer, d'une part, la moyenne, alors qui se déduit d'après le calcul que je vois ici, c'est-à-dire je fais agir A sur psi, je multiplie à gauche par psi, et je regarde sur tout l'espace que ça donne la valeur moyenne. Mais on sait bien dans les sondages que la valeur moyenne ne compte pas uniquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dispersion. Comment les valeurs se répartissent autour de cette valeur moyenne. Est-ce qu'elles sont resserrées? Est-ce qu'elles sont très élargies? Alors ceci, c'est donné par ce qu'on appelle la dispersion et plus exactement l'écart type sigma de A, qui est égal à la racine carrée de la valeur moyenne de A2 moins la valeur moyenne de A au carré. Regardez bien la signification de ces deux caractères qui sont assez différents. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle
le formalisme de la mécanique quantique et le formalisme de la mesure, c'est-à-dire associé à des observables, des opérateurs qui agissent dans l'espace des fonctions d'onde et qui vont donner un résultat pour chaque opération. Et comme le résultat est probabiliste, un grand nombre de mesures permettront d'extraire de ceci des valeurs moyennes et des dispersions autour de ces valeurs moyennes des observables mesurés. Alors un exemple, qui est une analogie, si on prend un dé que vous avez caché dans votre main, eh bien, il a 6 états possibles, 1, 2, 3, 6. Alors on l'a noté avec la notation de la fonction d'onde, 1 et 2, etc. Alors l'analogue d'une des fonctions d'onde de votre dé, c'est le mélange équiprobable 1 sur racine de 6 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'il y a des tas d'autres fonctions d'onde qui correspondraient à des dés pipés pour lesquels les probabilités ne seraient pas équiprobables. Donc là, on a un dé non pipé où tous les états soient équiprobables. Bien, mesurer un état du dé, c'est de faire un lancer. Donc on fait agir un opérateur, qu'on va appeler l'opérateur lancé, L petit chapeau, comme tout opérateur, sur la fonction d'onde qu'on a exprimée là-dessus. Et puis, le résultat, ça va être de manière aléatoire. Ça tombe sur le 5, ça tombe sur le 6, ça tombe, etc. Donc ici, j'ai pris l'exemple que le lancer va donner une valeur. La position de la face sur la face 5, et donc la valeur du dé, c'est 5. Si on recommence un grand nombre de fois, eh bien, on aura un ensemble de mesures aléatoires dont la moyenne sera, comme c'est exprimé en dessous, la moyenne de ceci, c'est 7,5. Mais ceci ne dit pas que ceci nous dit que si je lance 1000 dés et que je fais la moyenne, j'obtiendrai en moyenne 3,5 pour la valeur des dés. Mais ça ne dit pas si autour de cette moyenne, comment vont se répartir les lancers. Ça se calcule avec l'écart type au carré, que j'ai calculé ici. Je vous fais un petit calcul et on obtient que l'écart type, il est de l'ordre de racine de 35/12e. Alors, ce n'est pas très significatif pour des dés, puisque le dé, il n'a que 6 valeurs particulières. C'est beaucoup plus significatif dans l'espace des fonctions d'onde, où le nombre de fonctions d'onde possibles est infini. Alors, un petit schéma, pour redire ce que j'ai dit. Je veux faire une mesure mécanique quantique, je veux mesurer une observable, par exemple la vitesse v. J'associe un opérateur v en autre opérateur par un petit chapeau. Je fais agir cet opérateur sur la fonction d'onde. Dans un cas, j'obtiendrai une vitesse v1. La fonction d'onde aura changé, elle sera devenue psi1, ou bien v2 et j'aurai psi2, ou vn et j'aurai psi-n. Chaque opération va me donner une estimation de la vitesse, mais va modifier la fonction d'onde de manière correspondante. Alors maintenant, si je fais un grand nombre de mesures de ces vitesses-là, eh bien, je vais pouvoir faire à droite, dans l'ensemble de toutes les mesures que je vais faire la moyenne de toutes les vitesses que j'observe, et je vais voir, en calculant l'écart type, de savoir comment ces vitesses se répartissent autour de ces valeurs moyennes. Alors un petit schéma, par exemple ici, je suppose que j'ai fait des 10 000 mesures de vitesse, que j'ai réparti le nombre de ces mesures sur cet axe des vitesses-là, j'obtiens cette loi de probabilité-là, la valeur moyenne correspondra à ça, et l'écart type, en gros, est une mesure dans la façon dont les mesures réelles se répartissent autour de la valeur moyenne. Donc faire une mesure, c'est faire agir l'opérateur sur la fonction d'onde et la projeter sur l'état propre de l'opérateur. Alors voilà un tableau, bien sûr à ne pas apprendre par cœur, mais qui avec ça vous donne déjà une bonne partie des bases de la mécanique quantique. Elle prend les principales observables, position, quantité de mouvement, moment angulaire, énergie cinétique, énergie potentielle, et elle donne l'expression classique de ces, en physique classique de ces grandeurs, et les opérateurs correspondants pour un espace à une dimension ou à 3 dimensions, sachant que tout ce qui est position, comme là, l'opérateur c'est la valeur x elle-même. C'est pour ça qu'on met 1 avec un petit chapeau, c'est l'opérateur identique. Donc, faire agir la position sur la fonction d'onde, c'est multiplier la fonction d'onde par x. C'est tout. C'est pareil pour l'énergie potentielle, quand elle ne dépend que de x. Par contre, tout ce qui est quantité de mouvement,
P, par exemple, eh bien, fait intervenir la dérivée sous la forme moins IH bar d sur dx. Et puis, l'énergie cinétique au carré fera intervenir le carré de cet opérateur-là. Et puis, ça se généralise à l'ensemble à trois dimensions. Le moment angulaire n'a pas de signification à une dimension. Il faut passer à l'espace à trois dimensions et on remplace x, y, z, px, py, pz par les opérateurs correspondants. C'est tout. Derrière tout ça, il y a il y a quelques postulats et il y a surtout des grands principes de symétrie qu'on a déjà abordés, à savoir que x et p sont des variables associées. C'est pour ça que x intervient avec la dérivée quand on prend le moment conjugué. On verra de la même chose pour le temps. Sachez que derrière tout ça, il y a aussi le théorème des-Noether avec les variables conjuguées dans l'espace. Il faut savoir aussi qu'ici, on raisonne dans l'espace des positions et qu'on pourrait refaire exactement le même tableau en inversant le rôle des positions et des moments. Dans ce cas-là, le moment serait une simple multiplication et ça serait la position qui serait la dérivée par rapport au moment. Donc, on appelle ça une dualité, il y a deux versions, mais généralement on prend cette version-là parce que la position nous est beaucoup plus familière que l'espace des moments. Alors maintenant, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours accroché, eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une mesure. Quelle est cette espèce de fonction sur laquelle la fonction donc psi a été projetée? Eh bien, on appellera ça des fonctions propres. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions propres dans l'opérateur? Ce sont des opérations qui laissent invariant la fonction d'onde. C'est-à-dire que si je multiplie x par sa fonction propre, eh bien, j'obtiendrai encore la fonction propre avec un facteur multiplicatif éventuellement. Eh bien, l'opérateur position, dont on a vu qu'il était ceci, eh bien, sa fonction propre, ce sera ce qu'on appelle une fonction de Dirac, ou plutôt une distribution de Dirac, qui est delta de x moins a. C'est une fonction qui est nulle partout, sauf au point A. C'est pour ça que les mathématiciens ont sauté au plafond quand on a défini la fonction de Dirac comme ça. Et comme ils ont vu que ça marchait, ils se sont attaqués au problème et ils se sont aperçus que cette soi-disant fonction n'est pas une fonction, mais une distribution. Et il y a une théorie mathématique tout à fait satisfaisante pour la traiter. Donc quand je multiplie x par delta x moins a, j'obtiens a, et delta x moins a n'a pas changé. Et donc, la fonction d'onde quelconque d'une particule, ça sera la somme sur toutes les positions possibles de la particule, avec un coefficient multiplicatif, et ce coefficient multiplicatif va donner la probabilité que la particule soit en A1, A2, etc. Donc, quand j'élève le coefficient au carré, c'est la probabilité d'observer la particule au point x égale A. Donc en dessous, un petit schéma, j'ai un canon à électrons, comme l'ancien tube de votre télévision, qui crache des électrons au départ. Eh bien, quand l'électron va voyager, il va voyager avec une fonction d'onde très compliquée, avec beaucoup de choses dedans, notamment qui comporte toutes les possibilités de position de l'électron. Et quand vous allez faire intercepter l'électron sur votre écran, vous allez avoir un petit point lumineux, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas de la fonction delta, delta x moins a, comme c'est un écran à deux dimensions, et delta x moins b. Donc on a une illustration de ce que c'est. J'ai une fonction d'onde que je ne connais pas, qui contient beaucoup de positions possibles. Je fais une mesure, eh bien, la fonction d'onde va être réduite au produit delta x moins a, delta y moins b, selon une probabilité qui sera déterminée par la façon dont ce point particulier est contenu dans la fonction psi de xy. Alors on continue. Pour les autres opérateurs, eh bien, maintenant la quantité de mouvement, dont je rappelle qu'elle est liée à la vitesse, eh bien, les fonctions propres, c'est l'exponentielle i kx sur h bar, où k est un nombre positif ou négatif. En effet, quand vous faites agir l'opérateur, eh bien, vous trouvez que le résultat, c'est k et ikx sur h bar. Alors, je vous ai oublié de vous dire que les opérateurs dont on parle sont les opérateurs qui ont toujours des valeurs propres réelles, donc k est réel. Donc, vous voyez que
l'état propre de l'opérateur quantité de mouvement, c'est une onde plane, dont la longueur est déterminée par ça. Maintenant, l'opérateur énergie qui est égal à IH bar D sur dt, lui, faites le calcul, on l'a déjà évoqué, eh bien, les fonctions propres sont des fonctions où toute la dépendance en temps est dans cette exponentielle-là, et on peut faire le produit de la fonction d'onde par une fonction d'espace, par une fonction d'onde du temps. Eh bien, on fait ça, en effet, on trouve bien que le résultat, c'est la même fonction d'onde multipliée par E. Et c'est ce qu'on a vu, c'était le cas des ondes stationnaires, dont on a étudié les propriétés dans le chapitre précédent. Alors, notation extrêmement importante, c'est que si vous vous rappelez, les fonctions propres de position sont très localisées, et celles de quantité de mouvement, au contraire, sont des ondes planes très étendues. Ça illustre bien le côté antinomique de la position et de la vitesse, et qui est à l'origine de ce qu'on appelle les relations d'incertitude d'Eisenberg. Alors vous pouvez voir la vidéo qui illustre ces propriétés-là. Donc les états propres de l'opérateur de position sont très localisés en espace, ceux de l'opérateur vitesse sont des ondes planes. Alors on a donc deux problèmes à résoudre maintenant. C'est comment évolue la fonction d'onde de l'objet quand il n'est pas observé, mesuré, parce que dans mon canon électron, qu'est-ce qui se passe quand l'électron quitte le canon et va vers l'écran? Et puis qu'est-ce que c'est la mesure? Quel est ce processus très particulier qui va faire que on va extraire d'un objet mathématique la fonction d'onde des valeurs probabilistes d'une expérience, l'expérience étant l'interaction d'un système physique quantique avec l'objet quantique. Il y a plusieurs équations pour déterminer la propagation des ondes. On parle beaucoup de celle de Schrödinger. Ces équations sont comme des poupées gigognes. Elles dépendent des conditions dans lesquelles on calcule. Alors, celle de Schrödinger, elle est valable pour les petites vitesses et pour les particules qui ont une masse différente de zéro. On appelle ça de la limite non relativiste. On verra plus loin des équations relativistes qui, à la limite des basses vitesses, retrouvent l'équation de Schrödinger. Alors là, on a cette fameuse équation. Elle est simplement l'illustration que c'est l'énergie qui est le moteur de l'évolution au cours du temps. Donc l'opérateur d'évolution au cours du temps est à droite, c'est IH bar, la dérivée partielle de la fonction d'onde par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on dérive vraiment que par rapport au temps. Et puis H, c'est l'opérateur hamiltonien, dont on a vu au chapitre 1 la structure, et qui, dans les cas les plus simples, est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà l'équation de Schrödinger. Alors bien sûr, quand on remplace H par ces opérateurs, ça donne une fonction qui est telle qu'elle est exprimée ici. Donc voilà l'équation de Schrödinger. À une dimension, la dérivée seconde de psi plus v fois le potentiel est égal à IH bar d sur dt, etc. Alors cette fonction d'onde est très intéressante parce que d'une part, elle vérifie à des postulats de la mécanique quantique, elle est linéaire en psi, psi n'intervient jamais au carré ou au cube. Donc si j'ai une solution psi 1 et une autre solution psi 2, ben toute combinaison des deux sera aussi une solution. Ça s'y traduit le phénomène de superposition des ondes dont on a déjà discuté les tenants et aboutissants précédemment. Déterministe, parce que si on donne la fonction, une valeur à la fonction au départ, au temps t égale 0, il suffit de donner une valeur, de supposer ou de calculer une fonction au temps t égale 0, et d'embrayer tout ça, et le résultat donnera un comportement bien déterminé. Donc, les conditions aux limites initiales donnent l'évolution complète du système. Norme constante, on a vu que psi doit être pris au carré pour donner une densité de probabilité. Si c'est une densité de probabilité, ça veut dire que la somme totale sur tous les x doit être égale à 1. Alors ça, c'est une propriété qui est conservée. Et puis enfin, comme on fait toujours des théories qui doivent comment dire, non pas se contredire, mais se compléter, eh bien, quand on considère les valeurs moyennes de x ou les valeurs moyennes de p,
telles on les a calculées précédemment, l'équation de Schrödinger permet de vérifier qu'on a bien, pour les équations des valeurs moyennes, on retrouve les équations d'Hamilton et de Newton. Donc le formalisme de Schrödinger redonne en valeur moyenne la mécanique de Newton, sauf que les experts vous expliqueront, et je pourrais vous expliquer, que ce petit terme-là, où on prend la valeur moyenne de la dérivée de v par rapport à x, eh bien, en fait, est une approximation qui n'est pas exactement rigoureusement égale à la mécanique de Newton. Avec Newton, il faut dire que c'est la dérivée de v à la valeur moyenne de x. C'est une subtilité mais qui est très importante pour la suite des opérations. Mais retenons quand même qu'en moyenne, l'équation de Schrödinger permet de retrouver les équations d'Hamilton. Alors, on va résoudre l'équation de Schrödinger pour quelques cas très particuliers, mais en même temps très symptomatiques. Si vous avez une particule libre, pensez au canon à électrons de tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de potentiel. Donc, V de x égale 0 partout. Quelle est la nature de la fonction d'onde? Bon, je vais supposer, parce qu'on peut le vérifier, que la particule, au départ, la particule a toujours une position moyenne avec une dispersion en forme de gaussienne. C'est-à-dire qu'au cours du temps, la distribution de vitesse de la particule, de position, pardon, la particule, aura cette forme-là, c'est-à-dire une valeur moyenne qui va se déplacer, et puis une largeur qui peut aussi changer au cours du temps. Alors ceci, ça exprime la fonction d'onde au temps t égale 0. On fait faire le calcul, et on s'aperçoit que Schrödinger nous indique que la dispersion, alors si bien sûr la position moyenne de la particule va évoluer de manière linéaire au cours du temps, eh bien la dispersion, c'est-à-dire que ici, va évoluer au cours du temps, mais va évoluer en croissant de manière continue au cours du temps, c'est-à-dire que le paquet d'ondes ici va s'étaler. On retrouve à nouveau le fait que si on a une particule localisée au départ, si on la fait se propager dans le vide, eh bien, elle va toujours vouloir s'étaler pour retrouver la forme d'une onde. Ainsi, dans l'exemple ici, je fais le calcul, si vous avez un électron qui est connu à 1/100 de micron près au départ, eh bien, il sera à 10 mm près, 1 microseconde plus tard, en supposant qu'il y a une vitesse connue. Donc, l'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'onde de particules libres initialement localisées. Dans l'espace libre, la forme normale, la forme asymptotique de la fonction d'onde, c'est celle d'une onde plane infinie. Alors là, c'est le rappel de ce que nous avons vu, c'est ce qu'on appelle les ondes stationnaires, dans lesquelles on factorise la fonction d'onde par une fonction d'espace fois une fonction du temps. Et donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu. Voilà. Alors, ceci, c'est pour aussi le rappel du chapitre précédent, où on avait montré, sans démontrer, les propriétés d'une particule dans un puits de potentiel infini. On a calculé ça, on avait discuté leurs propriétés. Ici, vous avez toute la façon dont j'ai pu calculer ces propriétés, les observables, les actions des opérateurs et les résultats, sachant que je m'intéresse qu'aux valeurs moyennes, des moyennes ou des écarts types, et vous avez les résultats ici, et ce sont les résultats que nous avons vus et qui ont permis de montrer que l'énergie est quantifiée et que d'autre part, les incertitudes delta x et delta p satisfont les relations d'Eisenberg. Alors d'autres exemples, on avait évoqué l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire les protons, les électrons qui tournent autour d'un noyau avec un proton ou plusieurs protons. Donc voilà l'équation. Je vous passe le calcul parce qu'il est quand même assez compliqué. Et on trouve un résultat, le simplement est ironique,
parce que le calcul est quand même relativement compliqué. Voilà les résultats des fonctions d'onde pour la partie spatiale d'un électron qui tourne autour d'un noyau avec Z protons. Le fondamental est ici. Et vous avez ici, entre parenthèses, ou ici, ou là, vous avez ce qu'on appelle les polynômes de Laguerre. Et puis, la partie angulaire, qui est ici, sinus θ, ou qui apparaît là, etc., est déterminée par les polynômes de Legendre. En effet, lorsque Schrödinger a voulu résoudre son équation, il s'est rendu compte que son équation avait été résolue au siècle passé par des mathématiciens qui avaient regardé une classe de fonctions. Et de manière assez curieuse, la plupart de ces mathématiciens étaient des profs à l'X ou à Normal Sup en France. Donc Laguerre et Legendre, dont les polynômes sont restés célèbres, par hasard, il se trouve que leurs polynômes sont des solutions de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène. Autre cas que j'avais évoqué, à droite, là vous avez la figure, ce qu'on appelle le puits parabolique, qui est souvent une très bonne approximation de potentiel avec des formes un peu plus compliquées, en bleu. Voilà un potentiel de typiquement potentiel nucléaire, et son approximation en vert parabolique. Vous portez ça dans l'équation et vous obtenez, une formule aussi pour, une formule pour la partie spatiale de la fonction d'onde, où cette fois-ci, c'est d'autres polynômes, les polynômes d'Hermite, Hn de cet argument-là, Hn de x, des polynômes qui sont les polynômes d'Hermite, qui lui aussi a été prof de l'X et normal sup. Donc là aussi, surprise, quand Schrödinger a résolu ce problème-là, eh bien, il s'est aperçu que la solution avait déjà été toute faite parce que ces équations différentielles avaient été étudiées au siècle dernier. Donc à gauche, vous avez la fonction d'onde spatiale avec ses creux et ses bosses dans l'oscillateur harmonique. À droite, vous avez le modulo carré qui vous donne la probabilité de présence de la particule. Alors, vous apercevez que le nombre de nœuds augmente. Pas de nœud pour le fondamental, un nœud pour le premier niveau quitté. On laisse toujours tomber les nœuds à l'extérieur, 2, etc. Donc vous voyez bien que le nombre de nœuds détermine directement le nombre, l'énergie d'excitation et le niveau considéré. Et puis, on y reviendra, vous apercevez aussi qu'il y a des questions de symétrie. Les fonctions impaires sont symétriques par rapport à un point, par le point central, alors que les fonctions paires, elles, sont symétriques par rapport à un axe. Elles sont paires, on peut les retourner par rapport à un axe, tandis que les fonctions impaires, il faut les retourner par rapport au point. Ceci aura des applications en chimie. Alors, revenons à l'effet tunnel que nous avions évoqué. Et donc, nous avons en haut l'illustration du calcul de l'effet tunnel vu d'en haut. Le paquet d'ondes, il est très diffus, il apparaît légèrement. Si vous faites avec un bon contraste, vous le verrez, une partie de la fonction d'onde qui traverse l'effet tunnel. Eh bien, l'équation de Schrödinger permet de calculer exactement ce problème-là. Il s'agit d'avoir, on se met dans une situation où vous avez un mur de potentiel à gauche, donc la particule, elle est confinée entre ce mur et puis une barrière de potentiel. La barrière étant finie et pas très étroite, il y a une petite probabilité que la particule s'échappe et passe de l'autre côté. Alors, cela veut dire que quand la particule est de ce côté-là, à gauche, elle est liée, donc on aura une fonction d'onde un peu comme les états stationnaires. Par contre, dans les zones jaunes, soit parce qu'elle a beaucoup d'énergie, ou bien soit parce qu'elle est passée de l'autre côté, ce sera une onde plane, puisqu'elle ne sera plus confinée dans une zone de potentiel. Et puis, il y a la zone de transition qui se produit lorsque la particule, de temps en temps, traverse la barrière. Schrödinger, je vous passe les détails. On fait le calcul de Schrödinger, il y a 3 zones, on raccorde les 3 zones, et qu'est-ce qu'on trouve?
on trouve que la proportion, la proportion le taux de pénétration de la particule qui est à gauche dans la zone 1 à travers la barrière 2 pour arriver en 3 est déterminé par cette équation-là, qui résulte directement de l'équation de Schrödinger. Et en fait, cette formule-là a déjà été appliquée par un certain monsieur Gamov en 1929. Pour le cas de la radioactivité alpha, de quoi s'agit-il? Il s'agit de particules d'hélium qui sont normalement confinées dans le noyau. Et si par hasard elles sont bloquées donc, par la force nucléaire, si elles arrivent à traverser la barrière, et bien de l'autre côté, elles sont libres puisqu'elles se retrouvent uniquement avec la répulsion coulombienne. Donc M. Gamov a utilisé la formule de tout à l'heure pour modéliser la radioactivité alpha avec un très grand succès parce que voici la période T qui n'est pas le taux de tout à l'heure. T, c'est le temps que met en moyenne une particule, un noyau pour émettre une particule alpha. Eh bien, en bleu, vous avez les points expérimentaux, et en rouge, et en rouge aussi, les points rouges. Et puis en bleu, vous avez les courbes qui sont issues du calcul par effet tunnel. Donc, en fonction des uraniums, des différents isotopes d'uranium et du radium, vous avez des probabilités de tunneling qui sont parfaitement rendues compte par la théorie. Donc l'effet tunnel est aussi à la base du microscope électronique, dont je passe un peu le détail, et vous irez voir la vidéo qui vous expliquera en détail que le principe du microscope électronique par effet tunnel permet de visualiser les surfaces des solides. Alors, on va revenir sur l'expérience Young, qui est l'expérience qui a été considérée par un sondage comme étant la plus belle expérience de physique de tous les temps. Je rappelle qu'il s'agit d'envoyer, ici, j'ai pris l'exemple du laser, d'un laser, parce que nous avons vu que tous les photons qui sont émis sont des clones des uns des autres, et on peut faire des interférences. Donc l'idée, c'est d'envoyer soit des particules, soit des ondes sur un écran percé de 2 fentes, et d'observer sur un écran ce qui se passe. Alors, vous irez voir la vidéo qui illustre ça, sachant qu'à droite, vous avez une visualisation d'un calcul de Schrödinger, à nouveau, d'un calcul qui montre un paquet d'ondes qui arrive, et dont une partie est diffusée, et dont une partie traverse les 2 fentes et donne des figures d'interférence. Alors, regardons l'expérience Young d'abord sans écran. Hein. Reprenons le canon à électrons de tout à l'heure. Il crache un électron, je suis en haut là, dans l'espace physique, dans le labo. Il crache un électron, je ne sais pas où il est, je mets un écran à 1 mètre, paf, j'ai un petit scintillement, je sais que l'électron est arrivé ici. Je recommence avec un deuxième et j'en fais des milliers, je vais obtenir des électrons qui auront un petit peu des variations et qui auront répartis, mais qui auront cette structure-là. Que se passe-t-il maintenant dans l'espace des fonctions d'onde? Au départ, j'ai une fonction d'onde qui va être déterminée par les conditions vitesse et position du canon électron. La fonction d'onde va évoluer selon Schrödinger et je fais une mesure de position. Cela veut dire que je vais projeter la fonction d'onde de psi sur un état particulier qui est ce qu'on a vu, la fameuse distribution de Dirac ou fonction de Dirac qui va donner une fonction extrêmement piquée à l'endroit où est l'électron. Donc la probabilité de présence au départ est assez bien déterminée. J'ai vu que le paquet d'ondes va s'étaler puisqu'on est dans les ondes libres. Et subitement, ce paquet d'ondes très étendu en position va être confiné, va être réduit à une position bien particulière. Dans l'espace des vitesses, la vitesse au départ est assez bien déterminée, est assez mal déterminée puisque avec Schrödinger, plus le paquet s'étale, plus la vitesse va prendre la vitesse de l'onde plane. Et puis, à nouveau, lorsque subitement la fonction d'onde aura été très confinée
dans l'espace, eh bien, dans les vitesses, elle va être beaucoup plus dispersée pour respecter la relation d'incertitude d'Eisenberg. Donc la mesure de position, détection sur l'écran, modifie la fonction d'onde en vérifiant les relations d'Eisenberg. Maintenant, on recommence avec l'expérience de Young. Vous avez des fentes ici, et puis vous allez détecter les électrons en sortie. Vous faites l'expérience une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et au bilan, vous verrez apparaître des franges d'interférence. Pourquoi? Parce que la fonction d'onde de départ va se propager, vous avez une onde qui va interférer avec l'écran, les deux sources, les deux fentes, l'électron, on ne sait pas, comme il est décrit par une onde, peut passer par les deux fentes à la fois. Il va donc avoir interférence entre les ondes de sortie. Donc ici, je vais y avoir un mélange avec des interférences. Et puis, quand je mets l'écran au bout, je vais contraindre le résultat à une valeur de position bien particulière. Cela veut dire que si je regarde la propriété de présence, elle est assez bien déterminée. On a vu que dans l'espace libre, le paquet va s'élargir. Ensuite, je vais avoir une interférence entre les deux ondes qui vont donner ces oscillations, qui elles vont s'élargir toujours à cause du phénomène de paquet d'ondes. Et puis, sur l'écran, je vais avoir une valeur particulière qui sera notamment proche des maximums de la figure d'interférence. Dans l'espace des vitesses, j'ai le processus inverse, une vitesse qui est assez mal déterminée, qui va progressivement aller vers la vitesse unique de la fonction d'onde. À l'issue du processus ici, j'ai à nouveau une indétermination de la fonction d'onde qui va aller en augmentant au fur et à mesure que je vais contraindre la position dans l'espace. Donc, le calcul de Schrödinger permet de retrouver le déplacement des ondes, sauf lors de la mesure, parce que ça, le psi de x de t, je n'ai pas de processus direct qui me conduise de la fonction d'onde calculée complètement par Schrödinger à gauche avec le cas particulier de l'impact sur l'électron. C'est ce qu'on appelle le processus de la mesure. À gauche, nous avons un processus déterminé par l'équation de Schrödinger, déterministe, etc., etc., superposition linéaire, et subitement, une opération intervient qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, qui réduit la fonction d'onde au départ à une valeur très très particulière. Alors maintenant, le cas de l'expérience de Young, qui a beaucoup interrogé les gens, c'est lorsque maintenant on se pose la question, mais l'électron, par où est-il passé? Si on met un système de détection là, qui cherche à déterminer par où l'électron est passé, alors on reprend le départ, on a donc une onde qui s'est propagée. Le fait d'observer par quel endroit la particule est passée, ça réduit la fonction d'onde à une fonction d'onde ponctuelle à nouveau, qui va être très contrainte dans l'espace. Et en sortie, je vais avoir cette onde-là qui va être réémise de manière unique. Et donc, quand je vais arriver sur l'écran, j'aurai ma simple delta de position qui sera une extraction d'une valeur particulière de cette probabilité de présence-là. Donc, le fait d'observer va réduire la fonction d'onde à une position très particulière dans l'espace, qui va être ensuite réémise, et donc qui va me donner cette observation-là. Il n'y a plus de... là, il y a une erreur, il n'y a plus de figure d'interférence. Il n'y a plus de figure d'interférence, là, il y a une erreur. Alors, juste pour mentionner, pour vous montrer que c'est encore plus compliqué qu'on ne croit, parce que certains ont fait l'expérience en laissant donc l'onde se propager et traverser comme une onde l'écran avec les deux fentes, et ensuite de poser la question, mais finalement, par où es-tu passé? Donc, il y a un phénomène extrêmement curieux, typique de la fonction d'onde, que si on se pose la question après que l'onde ait traversé l'écran, eh bien, on aura le même processus que si l'on avait détecté la fente par laquelle l'électron est passé avant.
On appelle ça la gomme quantique, et qui introduit beaucoup d'interrogations parce qu'il y a une espèce d'effet de remontée dans le temps qui pose beaucoup de problèmes d'interprétation. Donc le mécanisme de réduction de la fonction d'onde permet de rendre compte de l'expérience des formes Young en complément de l'équation de Schrödinger. Alors, si je résume, eh bien, je pars à droite. Tout ce que nous faisons, c'est de raisonner dans l'espace des fonctions d'onde, qui est ce nuage jaune là. On part une fonction d'onde, on la fait évoluer par Schrödinger, on fait une mesure, subitement on va tirer par un processus de réduction, on va réduire la fonction d'onde à une valeur très particulière, caractéristique de la mesure qu'on vient de faire. Si on n'a pas détruit la particule, elle continue son chemin, elle va continuer à évoluer selon Schrödinger, mais en partant d'une position différente. À nouveau, on pourra faire l'opération. Donc, tout ceci pose énormément de problèmes d'interprétation. Ça fonctionne de manière admirable. Tout le monde est d'accord pour dire que tous les calculs que l'on fait avec ce système-là fonctionnent. Par contre, on ne comprend pas très bien ce que nous faisons. Je reviens à ça pour expliquer à nouveau, pour dire que la réduction du paquet d'ondes, c'est bien le fait que quand on détecte un électron qui est décrit par une fonction d'onde quelconque, elle contient toutes les positions possibles d'impact sur l'écran futur. Par contre, quand je vais détecter un électron, je vais sélectionner dans toutes ces fonctions d'onde-là une valeur particulière de la fonction d'onde qui va être réduite à un paquet très précis, qui est le paquet qui décrit la position particulière de l'électron détecté. Alors là, pour interpréter ça, eh bien, il y a de multiples façons. Je tire un exemple ici de la recherche, qui est un numéro de février 2017. Alors, l'interprétation la plus classique, c'est celle que j'ai tendance à suivre, c'est que c'est l'interprétation de Niels Bohr en disant on n'a pas à se préoccuper de la question de savoir dans quel état est l'électron quand on ne l'observe pas. Et la mécanique quantique, c'est un système pour prévoir des mesures, pour prévoir des expériences, mais qui ne nous dit pas quelle est la nature exacte de la réalité de la nature. De Broglie, lui, était partisan des ondes pilotes, c'est-à-dire des ondes qui avaient un sens physique, sachant qu'on a beaucoup eu de problèmes pour mettre en évidence ces ondes physiques. David Bohm, qui a beaucoup travaillé aussi en liaison avec de Broglie, lui était un petit peu dans la position d'Einstein en disant cette histoire de tirage au sort dans la fonction d'onde des valeurs qui nous intéressent, ça me paraît un petit peu bizarre. Cela veut dire qu'il y a des variables qu'on ne maîtrise pas, des variables cachées, et que si on maîtrisait toutes les variables, on n'aurait pas ce comportement probabiliste. Et puis, beaucoup d'autres interprétations, la plus, finalement, qui n'est pas la plus invraisemblable, c'est celle d'Everett, qui dit que à chaque fois que, par exemple, vous mesurez un spin d'une particule, sachant que ce spin peut être en haut ou en bas, si vous mesurez le spin en bas, cela veut dire qu'il y a un univers à côté tout de suite qui se branche et dans lequel vous êtes aussi et dans lequel vous trouverez une particule orientée vers le haut. Donc, la mesure inobservable ne coupe pas le paquet d'ondes en petits morceaux, mais ne fait simplement que subdiviser l'univers des possibles. Il faut avouer que cette théorie-là, qui a des avantages, pose encore plus de problèmes pour cela figurer. Alors les interprétations, j'en énumère quelques-unes. Et si vous voulez, vous allez voir dans Wikipédia la version anglaise, Interpretation of Quantum Mechanics, et vous aurez à ce moment-là un petit échantillon de toutes les interprétations que l'on peut donner à ces fameux problèmes de la mesure en mécanique quantique qu'on appelle réduction du paquet d'ondes. Voilà. Alors, ce chapitre-là est très dense.
faut peut-être le revoir plusieurs fois. Ce dont il faut y retenir, c'est que l'équation de Schrödinger est extrêmement puissante pour résoudre d'une part la problématique des particules confinées et en même temps décrit parfaitement l'évolution des particules libres et de leur tendance qu'elles ont à s'étaler comme des fonctions d'onde dans l'espace. Ensuite, le formalisme de mécanique quantique permet de trouver un mécanisme qui consiste à extraire de ces fonctions d'onde par des opérateurs mathématiques euh, les valeurs des observables les plus probables que l'on pourrait trouver lors de mesures expérimentales. Mais en faisant ça, l'opérateur mathématique détruit la fonction d'onde, la réduit à des valeurs très très particulières qu'on appelle les valeurs propres de l'opérateur, et que ce processus-là, qui est très difficile à comprendre et pose beaucoup de problèmes d'interprétation, et c'est encore un sujet de recherche très très vivant.